1942. Un petit ouvrage oublié, La vérité sur la domification. Un livre disparu dans les limbes du temps, presque introuvable, et pourtant explosif. Son auteur, Xavier Kieffer, ne cherche pas à innover. Non, il cherche à restaurer, à comprendre pourquoi l'astrologie moderne ne fonctionne plus, pourquoi les maisons ne veulent plus rien dire, et surtout, pourquoi on ne les a jamais vraiment comprises. Pour Kieffer, tout part d'un oubli. Un oubli qui date du Moyen-Âge, un moment où l'astrologie s'est soumise à la science, où elle a troqué ses cercles symboliques pour les arcs trigonométriques. Mais bien avant ce glissement, il y avait autre chose. Une logique plus ancienne, un savoir à la fois simple et profond, porté par les temples et transmis d'initié en initié. Je vous emmène en Égypte, à la rencontre de Pétosiris, grand prêtre de Thoth, et de Nécépsos, roi régent de la cité de Saïs. À eux deux, ils auraient formulé un modèle fondamental, l'horoscope du monde. Non pas celui d'un individu, mais celui de la vie elle-même. Ce savoir sacré aurait traversé les siècles, dissimulé dans les replis du temps, jusqu'à réapparaître brièvement sous la plume d'un certain Firmicus Maternus, astrologue romain du IVe siècle après Jésus-Christ. Et dans ses écrits, on perçoit comme un murmure, celui d'un cosmos vivant, organisé, habité de sens. Je vous lis un petit passage de ce qu'il écrit. « Ainsi nous ont transmis aussi des hommes généreux et dignes d'admiration tels que Pétosiris et Nécépsos, dont la sagesse touchait même au secret des dieux. » Alors la particularité de cet horoscope, c'est que chaque planète est placée à 15 degrés du signe qu'elle gouverne. Le Soleil en Lion, la Lune en Cancer, Mercure en Vierge, etc. Ce positionnement à 15 degrés est loin d'être un hasard, mais plutôt une indication d'équilibre symbolique. Pourquoi à votre avis ? Parce que le milieu du signe devient à ce moment-là le cœur de son rayonnement. On obtient ainsi un rythme parfait, comme une pulsation, une harmonie symbolique où l'astre va irradier pleinement le signe qu'il habite. Ici, chaque signe devient une maison et chaque planète une force vivante, si bien que lorsqu'un de ces signes se lève à l'horizon, c'est-à-dire au moment de la naissance, il devient le point de départ du découpage du thème. Il faut savoir que pour les anciens prêtres, l'horoscope du monde n'était pas un simple schéma. C'était plutôt une sorte de prototype vivant, un modèle archétypal, si vous préférez, des rythmes terrestres et des destinées humaines. Et dans ce ciel qu'on peut dire un petit peu parfait, qui n'appartient pas à la dimension du temps, puisque c'est un modèle fondamental, l'ascendant symbolique se trouvait au milieu du Cancer à 15 degrés. C'est là que siège la Lune, maîtresse de l'être, puisqu'elle est associée à la vie, à la gestation, à la première manifestation de l'âme. Et à ses côtés, bien sûr, on retrouve le Soleil, qui est un principe générateur, masculin. Il représente, lui, le rayonnement conscient, l'incarnation de l'être dans la matière. Et juste après, on retrouve Mercure, qui est la figure hermaphrodite, symbolique d'union des polarités. Et ensemble, ils vont former une structure symbolique première, celle de la triade. La mère, le père et l'intermédiaire. C'est quand même extrêmement bien pensé puisque c'est une représentation des forces premières, c'est-à-dire fécondité, création, transmission, qui vont servir de socle à toute une conception du vivant. Et ceci bien avant l'ellipse, puisque c'est la structure qui va précéder le récit. Ce modèle de découpage en tranches égales de 30 degrés va perdurer jusqu'à la Renaissance, et plus exactement jusqu'à ce qu'un certain Regiomontanus introduise un tout autre système de calcul qui évoluera bien sûr avec les progrès des mathématiques et surtout avec l'intégration d'une nouvelle variable, le temps. Alors pour vous rappeler un petit peu le contexte, on est dans une époque où l'astrologie doit vraiment composer avec l'interdit religieux. On va donc chercher à la crédibiliser, à la faire entrer dans le champ de la science.
Et Placidus s'inscrit exactement dans cette dynamique. Il introduit une nouvelle logique censée mieux correspondre au mouvement réel des planètes. Donc les maisons deviennent inégales, elles vont être déterminées non plus par la structure fixe du zodiaque, mais bien par les calculs liés à la rotation terrestre. Et à partir de là, tout va changer. Nous entrons au cœur du Moyen-Âge où l'astrologie va amorcer une nouvelle ère. Elle doit adapter son langage pour ne plus passer pour une science de la prédiction et surtout, elle cherche à éviter le courroux de l'Église. Et c'est ainsi que le découpage du ciel ne va plus être fondé sur un rythme universel, mais sur des calculs relatifs au lieu, à l'heure, à la vitesse de rotation terrestre. Ce n'est plus le signe qui structure la maison, mais bien le temps que met un point à passer au-dessus de l'horizon. Donc le facteur temps devient la nouvelle clé de voûte du thème. Or, ce changement est loin d'être neutre, parce qu'il va transformer l'astrologie en une tentative de modélisation dynamique. Alors ce que j'entends par là, c'est que ça va l'être déconnecté de ses principes archétypiques anciens, et on va perdre en résonance symbolique entre le ciel et l'homme. Kieffer le dit clairement, on a remplacé un modèle de l'être par un modèle de mouvement. Rien qu'avec cette phrase, on comprend vraiment l'orientation qu'on a prise. Aujourd'hui, ce glissement est visible jusque dans la manière dont on lit un thème astral. On va chercher des aspects, des orbes, des positions précises, mais on oublie d'étudier le mécanisme structurel qui permet de faire tourner l'ensemble. Finalement, la cohérence rythmique, la logique intérieure du zodiaque est presque devenue secondaire. Et pourtant, ce modèle oublié revient, mais sous une autre forme, car ce que la mécanique quantique commence à peine à décrire en d'autres termes rejoint cette vision ancienne. Rien n'est séparé. L'observateur fait partie intégrante du phénomène. Et la mesure elle-même influence ce qui est mesuré. Il n'y a plus de réalité fixe parce que tout devient en relation, en interaction, en résonance, comme la matière et l'antimatière, le macrocosme et le microcosme, le temps linéaire et ce que l'on pourrait appeler le temps quantique. Un temps réversible, relationnel, presque vivant. Et toutes ces notions fonctionnent en miroir, deux pôles de lecture d'un même champ d'interaction. Si l'on s'arrête un instant sur la question du temps, on découvre qu'à cette échelle, il n'est plus un simple flux qui s'écoule. Il devient un espace de relation, un rythme à double sens. La mécanique quantique tente à le considérer d'ailleurs comme une donnée fondamentale. Il participe au phénomène lui-même, mais ne peut être isolé comme un simple repère extérieur. La relativité générale, quant à elle, le décrit comme une dimension souple, malléable, qui dépend du mouvement de l'observateur, de sa vitesse, de la gravité qui l'entoure. Donc ces deux visions, qui sont en apparence assez contradictoires, nous obligent à nous interroger sur la nature même du réel. Ce paradoxe rejoint d'ailleurs une vieille question, le temps est-il une donnée physique ou une structure vivante ? Eh bien pour Kieffer, le temps est tout simplement un espace énergétique et non une valeur quantifiable. Tout corps physique sur Terre constitue un microcosme qui évolue sur le plan de l'écliptique. Chaque être devient ainsi un point de résonance énergétique qui s'inscrit dans le mouvement du ciel. C'est ce que Kieffer nomme le troisième monde. Et ça, c'est une notion très intéressante parce qu'il crée un espace vibratoire personnel que l'ego parcourt au fil de sa destinée. Ce monde intérieur est lui-même imbriqué dans un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle le macrocosme, qui est tout simplement l'univers dans son entier. Et cet univers, lui aussi, est structuré, bien sûr, puisqu'il possède son propre zodiaque, divisé en 12 secteurs égaux de 30 degrés, dont les signes marquent les repères. Kieffer nous dit ceci: c'est dans cette résonance que l'homme, à travers son propre zodiaque, vibre à l'unisson du macrocosme. Les trois mondes sont semblables en toutes leurs parties et sont intriqués entre eux selon le vieux dicton « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ».
Nous partons à la rencontre des anciens bâtisseurs, des maîtres de l'espace et du temps, parce que pour eux, chaque temple, chaque pyramide, chaque cathédrale obéissait à des rapports précis, à des proportions harmoniques. Leur but n'était pas de rationaliser la matière, mais bien d'établir un lien entre la Terre et le ciel, entre l'homme et le cosmos. Et dans cet esprit, Kieffer évoque les grandes traditions ésotériques, gnose, kabbale, système numérique, qui vont décrire un univers organisé en plans, en couches successives, en tous les cas au-delà des 3 dimensions physiques. Et c'est comme ça que petit à petit, Kieffer nous entraîne ailleurs. Il ouvre son raisonnement à une autre lecture du réel fondée sur les anciens savoirs et finalement sur la dynamique des nombres. Le nombre devient un véritable langage de la création qui va lier l'infini à travers une structure aboutie. Dans cette structure, il n'existe que 9 nombres fondamentaux d'un point de vue qualitatif, mais bien sûr les combinaisons quantitatives sont infinies. Allez, je vous explique son raisonnement. L'univers est structuré selon une chaîne numérique qui commence avec le nombre 1. Le 1 représente l'archétype, le principe originel. Ensuite vient une suite indissociable, une progression qui va du 2 au 8. Cette suite exprime des manifestations polarisées des états constitutifs du réel. Le 2, c'est l'expression de la polarité, ou plutôt, je dirais, de cette complémentarité dynamique que l'on retrouve à toutes les échelles, aussi bien de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et cette chaîne va s'achever avec le 9, un nombre de synthèse qui contient en lui l'ensemble du développement, comme une mémoire intégrée de toutes les expériences traversées. Et le 10, qui est un chiffre du recommencement. Il permet de passer au plan suivant et d'ouvrir une nouvelle chaîne. On peut imaginer cette structure comme un petit peu un ADN cosmique, une trame de progression qui permet de relier toutes les formes du vivant. Et dans ce principe, l'homme devient un point d'intersection de tous les axes de l'univers. Et c'est ici que l'astrologie prend d'ailleurs tout son sens. Elle a pour mission de fixer le système d'axes de chaque individu au sein de cette structure cosmique globale. Donc le thème devient une carte multidimensionnelle d'un être qui existe sur différents plans, corps, âme et esprit. C'est en quelque sorte un miroir simplifié, à la fois riche mais aussi limité parce qu'on est capable d'indiquer autant des vérités que des contradictions. Et pourquoi ? Parce que ça dépend de la justesse de la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que Kieffer va introduire une 4e dimension qui est fondamentale, c'est celle du temps, parce que l'être ne peut pas se déployer dans la réalité sans cette valeur. Non pas comme une simple mesure linéaire, mais bien comme une dynamique d'interaction qu'on retrouve par exemple dans les transits. Donc à ses yeux, le corps, l'âme, l'esprit et le temps vont former un ensemble qui va être la base vivante du thème. Et pour lui, la vraie mission de l'astrologie n'est pas de prédire, mais bien d'aider l'individu à déployer ses potentialités dans ces 4 dimensions. Et dans cette structure, Kieffer articule les 3 plans de l'être autour des 4 axes fondamentaux de l'horoscope comme des piliers. Ces axes vont permettre d'exprimer les différentes couches de réalité dans lesquelles l'individu évolue. Et c'est finalement ce croisement entre plan et axe qui donne naissance à ce langage basé sur les multiples divisions du cercle zodiacal qui contient le principe numérique dont on vient de parler. Ce qui m'a vraiment interpellée dans le texte de Kieffer, c'est cette division particulière du cercle zodiacal.
144 degrés, plus 72 degrés, plus 144 degrés. Alors bien sûr, Kieffer ne nous donne pas tellement d'indications sur cette segmentation qu'il associe à une structure karmique, mais sans vraiment en expliquer l'origine. Et puis je me suis rappelé d'un ouvrage de Paul Clément Piob, Les clés universelles des sciences secrètes, dans lequel il évoque la polygraphie de Jean Trithem. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un abbé bénédictin du XVe siècle qui est passionné de cryptographie, d'astrologie et de la Kabbale. Donc Trithem développe un langage symbolique fondé sur des arrangements numériques extrêmement précis. Et Piob, qui lui est un ésotériste du début du XXe siècle, reprend son langage et nous dit que le nombre 72 est lié aux anciens génies, aux esprits planétaires, au cycle du temps. Mais pas que, parce que 72 c'est aussi 1/5 du cercle et 144 degrés représentent 2 de ces segments. On retrouve d'ailleurs cette division dans le pentagone, qui est une figure centrale de nombreuses géométries sacrées. Et là, on retrouve exactement ce que Kieffer évoque. Au niveau vibratoire, une division par 5, une composition faite de quintiles qui portent en elle-même le pentagone. Mais le 72 n'est pas un simple chiffre symbolique, non, il est mathématique, lié au nombre 12, un autre nombre fondamental en astrologique, parce que 72, c'est 6 fois 12. Et là, on comprend qu'en divisant un cercle de 360 degrés par 6, on retombe sur toutes les valeurs vibratoires de l'astrologie. 12, 72, 144, qui décrivent des rythmes zodiacaux, des états vibratoires. Donc en suivant une lecture rythmique, autant que symbolique bien sûr, on pourrait lire les 2 segments de 144 degrés comme 2 phases complémentaires, l'action et la réaction. Et le segment central de 72 degrés serait une phase de synthèse, de transition ou même de résolution karmique. Pourquoi ? Parce que si on suit le raisonnement de Kieffer et qu'on regarde de plus près, on remarque quelque chose d'intriguant. Les segments évoqués par Kieffer, 144, 72, puis à nouveau 144 degrés, correspondent tous à des chaînes numériques qui mènent au chiffre 9. Je m'explique, 144 c'est une chaîne numérique de 1 à 9, c'est-à-dire 1 plus 4, ce qui fait 9. Et 72 aussi, puisque 7 plus 2 est égal à 9. Donc ces segments pourraient bien représenter aussi 3 chaînes successives, 3 vibrations, 3 étapes, qui toutes mènent au même point, la synthèse du 9. Mais ce n'est pas tout, parce que le cercle ici est divisé en 3, c'est-à-dire qu'il représente une structure ternaire avec 2 pôles plus longs et une séquence centrale plus courte, qui pourrait refléter une dynamique de transformation, une progression rythmée qui évoque les grands principes de la Trinité, le corps, l'esprit, l'âme, ou aussi la mère, le père et l'intermédiaire. Et pourquoi pas naissance, transformation, mort, qui sont finalement les 3 étapes fondamentales du cycle karmique. Autrement dit, cette division ne dit pas seulement où nous sommes dans le cercle, elle dit aussi dans quelle phase nous sommes, à quelle étape du processus. Bon, finalement, cette manière de lire le cercle évoque une tentative de précision vibratoire, une finesse de lecture peut-être capable de toucher jusqu'aux couches transgénérationnelles d'un individu. Alors c'est vrai que je n'ai pas de certitude sur la lecture exacte de ces segments, mais ces chiffres, on les retrouve ailleurs, comme je l'ai évoqué, par exemple chez Piob, ou dans la Kabbale, ou encore dans certains systèmes antiques. Et Kieffer n'est pas le seul sur cette voie, puisque l'astrologue Manilius l'a mis sur la voie dès l'époque romaine. Il évoquait lui aussi les divisions en 8 parts, les fameux octodiagrammes. Les Étrusques découpaient le ciel en 16 secteurs, et les Yoruba du Niger, aujourd'hui encore, utilisent ces structures dans leur rituel divinatoire. C'est dans cette continuité que s'inscrit la structure 144 plus 72 plus 144 degrés, comme un prolongement naturel de la lecture numérique constitutive de l'univers. Dans cette logique, il devient impossible par conséquent de distendre les maisons en leur appliquant une valeur temporelle pour coller à une modélisation mathématique moderne.
Le thème est vibratoire, il est symbolique, il s'appuie sur une valeur numérique fondatrice. Donc pour Kieffer, la domification doit rester en cohérence avec ses lois d'équilibre. Toute tentative de la fragmenter selon les logiques inégales ou même temporelles revient à briser, à détruire cette cohérence symbolique. Et c'est justement à travers cette cohérence, ce langage des nombres, des cycles, des plans imbriqués que Kieffer perçoit une correspondance assez troublante avec ce que la science quantique commence juste à murmurer sous d'autres termes. Intrication, superposition, dualité, onde-particule, autant de langages différents pour évoquer une même chose. La matière n'est pas première, c'est l'information, l'organisation du vide, la fréquence qui tisse le monde.